Quand on parle d'une série de 2003, du câble américain, généralement, on sait qu'il va être question de sexe. Pour celle-ci, le sexe est un défouloir pour ces personnages très borderline. Nip Tuck date de 2003, une éternité en termes de série. Et ça se verrait presque. La série vient de l'esprit de Ryan Murphy qui n'avait pas encore fait ni Glee, ni American Horror Story. Mais dans Nip Tuck, on retrouve déjà son goût pour les personnages étranges et fascinants, à la moralité douteuse. Vous me faites un prix si je prends la masseuse ? C'est d'ailleurs ça qui va éveiller l'intérêt du Parents Television Council, la bien-pensance américaine qui a jugé la série comme suit. Non contente de représenter ou de décrire des scènes de bestialité, de nécrophilie incestueuse ou de coups de couteau sanglants, les sociopathes narcissiques derrière la production et la distribution de Nip Tuck ont choisi d'établir un nouveau bas dans l'histoire de la télévision. Alors, Nip Tuck est-elle si dérangeante ? Nip Tuck raconte la vie dissolue de deux chirurgiens esthétiques de Miami. Bon, c'est parti. Nous avons d'un côté Christian Troy, joué par Julian McMahon, vu dans Charmed et Profiler. C'est le macho de base, il enchaîne les coups d'un soir, n'a pratiquement aucun respect pour personne, sauf ses proches, et encore. Vous êtes coureur. Je sais ce que c'est. Christian est un personnage machiste pour qui le pouvoir phallique domine le reste. Pourtant, il montre des signes de faiblesse quand on touche aux raisons de cette position de domination. Il a lui-même souffert étant petit. Oh, quel beau métier. À ce titre, rendons hommage au jeu de Julian McMahon qui est le meilleur acteur du lot. Comment ça se fait que j'arrive pas à te faire rire, mon Parce que t'as une sale gueule et le cul qui va avec, t'es la stripteaseuse la plus tarte que j'ai jamais rencontrée. Et il y a Sean McNamara, joué par Dylan Walsh, qu'on retrouvera plus tard dans Superman et Lois. Lui est plus posé, marié avec 2 enfants, mais son couple étouffe. Pour ton âge et compte tenu de la loi de la gravité, ils sont exactement où ils devraient être. Sa femme, Julia, jouée par Joely Richardson, qui avait déjà une bonne carrière ciné, est un peu fragile, un peu frustrée. Allez, qu'est-ce que t'as encore ? Arrête de me prendre pour une débile. Tu croyais que je m'en serais pas rendu compte ? Mais tu me sous-estimes, Sean. Quand est-ce que tu comptais me le dire ? Côté personnage secondaire, Julia amène son frêle physique à la fragilité de son personnage. Toujours à 2 doigts de tomber en larmes, pas aidée par un regard bleu transparent, Julia est finalement très bien campée. Mais elle restera une femme qui subit. Et quand elle agit, c'est dans le panneau. La série comprendra vite que le personnage ira pas bien loin et elle sera éclipsée de plus en plus. Je te reconnais bien là. Tu as plus de respect pour tes patients que pour ta femme. Eux au moins ont droit à des explications, à un diagnostic avant de subir une opération. Arrête avec toutes ces conneries, je ne veux plus rien entendre. Tu sais bien qu'on n'est plus un couple, si tu croyais encore tu te battrais pour qu'ils survivent, mais ce qui t'intéresse c'est de chercher la bagarre. Je cherche tout simplement à communiquer avec toi, ce que tu refuses de faire. Elle s'occupe de Matt, joué par John Hensley, vu ensuite dans Murder. On reviendra sur ce personnage qui mérite une vidéo à lui seul. Et il y a Annie, la petite sœur, personnage assez transparent qui aura un semblant d'intrigue à un moment dans la série. Christian rencontre Kimber et Gina, une ingénue très belle et une folle sans limite. Pour avoir des droits, il faut le mériter. Sors ta carte de crédit et paye. Moi, je vais aller me taper une glace. Elles sont jouées par Kelly Carlson qui a quasiment disparu et Jessalyn Gilsid, vue dans Boston Public et Vikings. Il y a aussi Liz, l'anesthésiste, jouée par Roma Mafia, que Julian McMahon avait déjà croisée dans Profiler. Elle est un peu la conscience, la morale des 2 chirurgiens. Elle subit plus qu'elle n'arrive à les raisonner. Ça n'a plus d'importance. Après une saison 1 mélangeant la chaleur des corps, les opérations sanglantes et les affaires personnelles, Nip Tuck s'installe dans son fauteuil de série qui repousse les limites et qui profite de sa petite originalité. C'est quoi mon nom de famille, connard ? Hein ? Tu me l'as même pas demandé, même pas après m'avoir sauté. Pourtant, la saison 2 dévoile déjà des faiblesses. À force de tâter le terrain sur beaucoup de thématiques, elles finissent par être oubliées pour faire de plus en plus dans le rebondissement, glauque et malsain. Dites-moi ce que vous n'aimez pas chez vous. Je n'aime pas mes chiens. Il n'y a rien qui me gêne en particulier, c'est juste que j'en ai assez de lui ressembler. Moi, c'est pareil, j'en ai assez de voir ma tête. Votre conjoint souhaiterait une greffe capillaire. Lord Winston n'est pas mon conjoint, voyons. Lord Winston de Glenrock est mon chien deuxième du nom. Sean a 40 ans et la série part sur le vieillissement et la quête de performance. C'est plutôt crédible pour une série comme Nip Tuck, mais ça vient un peu tôt. Soit on en fait la grosse thématique de la série, de la saison, soit on en fait le bouquet final en miroir du propos de départ. En somme, ça ne peut pas être le sujet d'un simple épisode. Déconne pas. Avoir la peau aussi lisse que les fesses d'un bébé, ça va retarder l'inévitable crise de la quarantaine. J'ai besoin d'un soin. Je te demande pardon. Mes niveaux vont exploser et je porte un corsage en soie que je veux pas tâcher. Tu veux bien me téter, s'il te plaît ? Mais c'est dégueulasse.
Par chance, ce premier épisode de cette saison 2 est assez fort dans son sujet puisqu'il aborde le problème des violences conjugales d'une manière efficace. Comme quoi Nip Tuck reste une série médicale qui traite des maux des hommes, c'est aussi dans l'épisode 3 où on parlera excision et orgasme d'une manière peu traditionnelle mais néanmoins forte. Dites-moi ce que vous n'aimez pas chez vous. Mon clitoris. La Dadja, ce que vous appelez une sage-femme, a dit qu'elle n'avait jamais eu autant de mal à exister une fillette. Moi, ce que je demande, c'est de connaître un jour le plaisir. Vous pouvez m'aider à avoir un orgasme. Pour Christian, sa plus grande cicatrice sera celle de la perte de Wilbert, le fils de Gina. Il sera très attaché à ce bébé. On rappelle que Wilbert est noir et que Christian n'est assurément pas le père, mais il s'y attache. Je voulais te présenter à quelqu'un. Christian Troy, James Sutherland. Le papa de Wilbur. Le vrai cette fois. C'est donc un Christian touché qui parcourra cette saison avec une propension réduite à vouloir séduire les femmes. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le mari de la belle est rentré à l'improviste? Si tu veux tout savoir, Lise, le mannequin qui s'est accroupi sur ma figure ce matin a éternué, elle m'a donné un coup de minou. Il aura d'ailleurs une histoire d'amour plutôt simple avec une aveugle. Allons-y avec le surligneur de la beauté extérieure-intérieure qu'on ne voit pas. Elle est jouée par Rebecca Gayheart, vue dans Urban Legend. Cette saison 2 ayant déjà des personnages bien installés, elle se permet d'en ajouter quelques-uns, dont l'excellente Ava Moore, jouée par la non moins épatante Famke Janssen. Elle joue une coach de vie qui s'occupera de Julia puis de Matt. Ce personnage qui n'a pour le moment aucun secret, aucune part d'ombre, se révélera le défouloir à idées de l'équipe scénaristique. Mais comme il n'y a pas qu'Ava, les autres personnages auront leur lot de révélations. Si on ne doutait plus de l'identité véritable du père de Matt, c'est la façon de raconter cette histoire qui sera excitante, puisque le spectateur de Nip Tuck voudra sa dose de fantasque. Oui, tu as déjà un fils, Christian. Avec moi. Matt, d'ailleurs, continue ses expérimentations des limites du bon sens avec masturbation nocturne publique. Mais on y reviendra, vous inquiétez pas. Voulant sûrement élargir sa zone d'activité, la série part dans le mystique avec le cas d'une femme ayant des stigmates du Christ. Madame Rip, prétendriez-vous que vous avez Des stigmates. Joué par Sarah Paulson, le personnage est au centre d'un épisode qui tranche avec les autres. Nip Tuck part dans des horizons qui ne trahissent pas du tout le propos. On est dans la crise identitaire et la gestion de la douleur, qu'elle soit physique ou mentale. Il est malade? Il est possédé par Satan. En allant un peu dans le bigger and louder, Nip Tuck finit en apothéose. La série caste de vraies sœurs siamoises pour un épisode choc, thématique toujours en écho avec la situation entre Christian et Sean. La séparation des siamoises donne un épisode fort et poignant. Comme il reste des personnages épargnés, on mise sur Lise, qui tombe enceinte. J'aimerais avoir un enfant. Pas que si jamais tu cherches un donneur... Et le père est Christian. J'arrive à produire plus de semences que nécessaire. Leur relation basée sur les remontrances acharnées finit donc par prendre un autre chemin. Et à partir de cet épisode 10, la série pointe vers un glauque malsain. Kimber revient à Pornstar avec une poupée gonflable à son effigie, que Sean utilisera avec plaisir tandis que Julia se fait implanter des seins. La symétrie est parfaite. Le galbe est naturel. Petite incision périaréolaire, c'est bien fait. Tout comme J.K. Simmons d'ailleurs. Bon, je veux voir de la poitrine. Vous voulez des implants de pectoraux? Non, je veux une paire de vrais nippades. Non, Nip Tuck va très loin. Christian découvre qu'Ava est un homme en essayant de coucher avec elle. Ava est un homme. Le fils d'Ava a une relation assez ambiguë avec sa mère. Ça va être comme avant, toi et moi. Comme si rien ne s'était passé. L'épisode 15 sera très fort avec Gina révélant être séropositive. Je suis positive. Tout l'épisode sera dans une ambiance assez morne et jamais la série n'en fera une bête de foire et ne traitera la maladie comme il ne faut pas. Gina, martyre, deviendra touchante, fragile. Le peu d'humanité qui pointe chez les personnages se ressent fortement quand le script arrive à atteindre la partie vraiment humaine. Préparant sûrement la saison 3, Nip Tuck mentionne par 2 fois le Carver. Ce tueur en série sera la grande thématique de la saison 3. Plutôt bien vu d'offrir un côté serial digne des pires séries, mais avec cette touche Nip Tuck. On termine cette saison par un cliffhanger. Christian fait face au Carver, au découpeur en VF. Nip Tuck voit sa popularité exploser, le bouche à oreille a fait son effet et la série a donc ouvert les vannes du n'importe quoi. Les gens aimaient le côté sans honte, sans doute,
sans scrupule de la série. Chaque personnage a eu son heure de gloire ou de déchéance. On croit que la série n'ira pas plus loin, c'est ne pas croire en la capacité à aller là où on ne pensait pas que la série devrait aller. La saison 3 sera surprenante à bien des égards. Dans un schéma classique de série, la saison 2 est une saison 1 améliorée. Une hausse de qualité, de consistance, de niveau. Et la saison 3, c'est souvent là où on teste, où on produit les meilleurs épisodes mais aussi les moins bons. Et Nip Tuck ne fait pas exception. Cette saison 3 paraît être hors du concept même de Nip Tuck. On oublie de plus en plus la chirurgie pour se consacrer sur la vie dissolue de ces deux docteurs. On fait un épisode entièrement hors du cabinet, on traite le découpeur comme le gros méchant, on rajoute des personnages, bref on teste et on voit. Après ce cliffhanger voyant Christian agressé par le découpeur, on débute sur une rêverie et la mort de Christian. Petit tour de passe-passe pour revenir à Christian qui raconte ce cauchemar récurrent. C'est à ce moment-là que je me réveille. Le spectateur n'était pas dupe. Et pendant ce temps, Julia réfléchit encore à son mariage, elle n'a que ça. N'oublie pas que j'ai été mariée pendant 17 ans Et tu es toujours marié. Nous n'avions pas cité Quentin Costa qui arrive dans le cabinet McNamara et Troy en fin de saison 2. J'ai pris ma décision, j'accepte. Pardon? Tu acceptes quoi? De m'associer avec McNamara et Troy. Il devient un nouveau personnage régulier. Grand brun au pouvoir charmeur vite ringard, Quentin sera une sorte de caricature du côté sombre de Christian. Dans l'affaire du découpeur, Kit McGraw arrive en tant qu'inspectrice chargée de l'enquête. Évidemment, quand on invite Rona Mitra, qui a prêté ses traits à Lara Croft et qui a joué dans L'Homme sans ombre, on sait qu'un jeu de séduction aura lieu avec Christian. Retour sur cette saison 3. Moma Boone ouvre cette saison 3 avec cette femme obèse qui est greffée à son canapé. Les cas sont de plus en plus délirants, étranges, déplacés, dérangés et dérangeants. Et dès l'épisode 2, un gorille passe sous les bistouri du cabinet. Par la suite, un bizutage bas du front qui a mal tourné fait intervenir Christian sur le visage de deux étudiants collés sur les fesses d'un autre. C'est ma tournée, cul sec. Un homme pense que sa jambe est de trop et veut la couper. Je veux que vous me coupiez la jambe. Et on a également du sang, un ingrédient principal d'une crème miracle. Au milieu de ça, un cas où une personne veut rajeunir pour aider son compagnon à se souvenir d'elle, puisqu'il a Alzheimer. L'épisode 11 est assez choquant. J'ai la tête d'une murène, j'ai le ventre d'une grenouille obèse et j'ai les cuisses et le derrière d'un hippopotame. Là, normalement, l'homme galant que vous êtes aurait dû me contredire. Vous auriez dû me dire « Non, Abby, vous êtes une femme très séduisante. » Une patiente arrive pour un total makeover, Christian lui montre alors tout ce qu'elle doit changer et il y va sans détour. Enlevez toute cette pendouillerie. Est-ce que tu as déjà soulevé autre chose qu'un paquet de chips grand format? Je fais pas de gym, si c'est ce que vous voulez dire. Oui, tu m'en diras tant. Pour ce qui est de ton gros ventre, on va faire une liposuction abdominale extensive. Je n'ai plus de rouge à lèvres. Et pour mon visage, Dr. Troy? C'est désespéré. Puis on nous propose une scène où cette femme souhaite satisfaire Christian, mais elle se trouve moche, alors pour aider Christian, elle se met un sac sur la tête. Tu veux coucher avec moi? Il faut que tu mettes la tête dans ce sac pour que je vois pas ta gueule. Tu n'étoufferas pas si c'est ça que tu crains. Revenons sur cette crème miracle créée par Julia et Gina, qui n'ont plus grand chose à raconter et qui ouvrent un spa. Tous les soirs avant d'aller au lit, j'applique sur mon visage une dose de Smrem. Et où est-ce que vous vous approvisionnez maintenant que vous êtes divorcés? Oh, rassurez-vous, j'utilise la semence de mes fils. Voilà pour le spa, dont on aura oublié l'existence très vite. C'est 100% naturel, protéines enrichies. Lavande. Oh, ça sent comme dans un pipe show un jour de paye. Je sais pas ce que c'est. Ma copine Heidi Abramovich sentait tout le temps cette odeur avant. Et pour Julia, on lui a trouvé une autre intrigue, puisqu'elle fréquentera Quentin. L'équipe créative tente de faire aussi différent avec l'épisode 11 qui est assez spécial puisqu'on se retrouve après un crash d'avion dans lequel était la mère de Julia. Elle trouve une victime défigurée qui semble être sa mère. Avec leur relation très difficile, Julia finit par l'étouffer avec un oreiller pour qu'elle arrête les souffrances et de sa mère et les siennes. En fin d'épisode, en rentrant chez elle, sa mère se tient assise devant elle. Elle n'avait pas pris l'avion. Cette scène reste parmi les plus marquantes de la série. Kimber et Christian se rapprochent une énième fois, mais c'est peut-être la bonne puisqu'ils vont se marier. Ils expérimenteront threesome et foursome avec Kit et Quentin. Quentin, le découpeur, s'apprête à tuer Christian, quand Kit arrive et le tue. Elle raconte alors toute son histoire et on apprend qu'il n'avait pas de pénis. Bon, supposons que je vous ai dit que je n'avais pas de pénis. Expliquez-moi ce que ça aurait pu changer. Incroyable que Julia n'ait jamais révélé cette chose alors qu'ils se fréquentent. À la morgue, Kit va voir le corps de Quentin qui se relève tranquillement. Ils sont de mèche, frères et sœurs défigurés de naissance, reconstruits parfaitement et serial killer.
tout simplement. Si on décèle quand même des dérives, on reconnaît que la série s'est allée là, près de la limite de l'acceptable. La série ne va pas trop loin, elle repousse ses propres limites. Et après 3 saisons, Nip Tuck semble trouver une vitesse de croisière dans le ton, moins dans les intrigues qui, hors des Cooper, recyclent des formules déjà rincées. La série prend tous les risques et multiplie les guests et les intrigues fantasques. Nous voici donc dans une saison 4 qui devait asseoir Nip Tuck dans la cour des grands. Elle devient peu à peu un plaisir coupable assumé. Les nichons naturels, y a que ça de vrai. Tout est vrai chez moi, chérie, sauf mon nom, Blue Monday. Sean et Julia ont une nounou envahissante et dangereuse. La nounou a les traits de Peter Dinklage de Game of Thrones. On sent déjà venir l'atmosphère hésitante sur l'originalité apparente de cette nounou de petite taille. Et quand on connaît l'absence de scrupules à pointer du doigt les différences sans faire dans la dentelle, on peut s'attendre à bousculer le bon goût. Les épisodes se succèdent et on sent une période de vache maigre. Et vint l'épisode 11, intitulé Connor McNamara 2026. Cet épisode voit Connor, le fils de Sean, en 2026, réunissant sa famille. On y voit un Christian vieux ringard et Sean sauvagement vieilli par un maquillage hésitant. Allant dans le pastiche, la série perd le peu de sérieux qui lui restait. Si la série reste crue, elle y va avec des pelletées entières. Le premier épisode y va fort avec un plan à 3 entre Christian, une mère et sa fille. Mais l'idée de faire croire à Christian via sa psy qu'il refoule des sentiments pour Sean fait peine à voir. Vous ne vous êtes jamais demandé si vous n'étiez pas amoureux de votre associé? Mais quand en plus de ça on ajoute des retours systématiques du trio Sean, Christian, Julia, l'utilisation de Kimber pour apporter un peu de piquant, ou même Matt pour aplanir les vies dissolues de Sean et Christian, on se dit que Nip Tuck commence à se caricaturer. N'aime pas être jugé par des gens comme vous. Si les épisodes s'enchaînent difficilement en fin de saison, un éclair de génie s'empare des scénaristes qui se permettent une scène chantée. C'est une parenthèse étonnante qui nous fait dire que Nip Tuck peut faire très différent sans que ça dérange. La saison 5 fait tomber la série encore plus bas, soulignant encore plus les défauts et ne cherchant plus à se cacher. Le sérieux et le sarcasme font place au second degré et à l'ironie. En installant nos 2 chirurgiens en Californie, la série décide d'abandonner tout premier degré et singera le culte de la beauté et de la célébrité jusqu'à l'extrême. Le meilleur de Nip Tuck est derrière lui, il faut le dire. Par contre, son identité changeante comme une mauvaise chirurgie se fait doucement accepter. On accepte les erreurs, on s'habitue à ce nouveau visage, mais on est loin de la série primée aux Golden Globes. Et fidèle à ses habitudes de couper court à toute continuité entre les saisons, Nip Tuck nous fait débarquer Sean et Christian en Californie, rien de mieux pour faire repartir Christian encore de zéro, qui rejoint Sean qui décide encore de mettre un terme à sa relation avec Julia. C'est quoi ce simulacre d'acteur? Non, mais pour qui se prend ce crétin pour... Sous le soleil de Californie, Nip Tuck se la coule douce et gagne en légèreté. Le ton cool est affreusement mis en avant par l'intrigue de Cœur et Scalpel, une série médicale dans laquelle Sean va être conseiller puis acteur. On a enlevé ses implants de pommettes de son œsophage. Il lui faut une reconstruction faciale. Où est le chirurgien? On a besoin d'un chirurgien plasticien. Nip Tuck se moque d'elle-même, de la pire façon qui soit. Ils savent que c'est comique. C'est censé être une série dramatique, non? En jouant à fond sur le côté satire, on frôle la caricature indigeste et donc la parodie. Ce que c'est que cette merde que tu m'as pondu, une comédie musicale? Même les gays trouvent ça ringard. C'est le genre de navet qu'on ne sort pas avant la 5e saison. Et le meilleur atout de cette intrigue reste Bradley Cooper, quand même impeccable en starlet égocentrique. Il est déchaîné, génial, il sortait d'Alias et n'était pas encore l'acteur révélé dans Very Bad Trip. Si vous avez vu Nip Tuck d'un œil jusqu'au bout, vous vous souviendrez comme moi d'une fameuse scène de jacuzzi et de diarrhée. Eh bien c'est dans cette saison. N'y allant avec aucun gant, Nip Tuck enchaîne les scènes chocs sans réelle consistance. Cette fameuse scène ne sera qu'un prétexte pour quelques lignes comiques, rien de plus. Attention, la bouse est en route! Arrête, Christian, elle était malade. Oh, une de perdue, 10 de retrouvée. Hollywood pullule de femmes qui savent très bien se retenir. Ces non-événements parsèmeront la saison. Ce côté léger sera aussi renforcé par des personnages secondaires insupportables, comme Candy Richards, jouée par Jennifer, la maman de Stifler,
Coolidge. Par chance, Nip Tuck a la bonne idée de faire avancer Julia. Depuis la disparition de son institut de beauté, elle n'avait pas grand chose à faire. Elle a couché avec sa nounou nain, la voilà lesbienne. Est-ce que ma sexualité te pose un problème? J'ai toujours eu un problème avec ta sexualité. T'en as toujours eu un avec la mienne. Bon, c'est avec Portia de Rossi, vu dans Ally McBeal, plutôt bonne guest. Tu crois que je suis devenue lesbienne parce que tu m'as jetée? Tu t'es maquée avec une femme parce que tu savais que tu ne pourrais pas tomber amoureuse d'un autre que moi. Ton ego est si énorme que c'est à se demander comment ta tête n'explose pas. C'est le seul membre qui soit plus gros que ma queue. S'ajoute à ça Aiden, joué par Annalyn McCord, qui sera ensuite dans 90-210. On m'a dit d'attendre ici, alors je l'ai fait. Prototype même de l'allumeuse ultime, Aiden donnera un peu de sel à la vie de Sean. Et vous êtes? Weston, Eden, vous savez, comme dans le jardin. Quitte à faire des personnages hauts en couleur, autant pousser les curseurs au max. Je suis encore vierge du vagin. Pour l'instant, je me contente de quelques pipis. Pour moi, c'est comme embrasser, pas vrai? Je me fais sodomiser aussi. Vous savez, pour les mecs, un trou est un trou, pas vrai? Mais mon vagin, c'est un trou sacré. Vous pouvez me la mettre dans la gorge ou derrière? 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Et plongé dans le soap, Nip Tuck est à l'aise dans cet univers finalement. Mais loin des thématiques fortes des 3 premières saisons, la série est juste un honnête divertissement porté par des rebondissements sans queue ni tête. Un soap. Quoi? Et puis t'es tellement distante en ce moment. Je sais pas, c'est peut-être à cause de cette émission, à cause des caméras. Mais quand je suis avec toi, je me sens encore plus seule que jamais. On pourrait pas arrêter de filmer notre vie. Ok, on arrête. Fin de l'acte 1. J'ai dit on coupe. Tout est devenu grotesque. Les mini-intrigues s'enchaînent et les idées de plus en plus mauvaises nous exaspèrent. Christian et Liz couchent ensemble car Christian a un cancer. Sean est paralysé car son agent était une tueuse. Je suis paralysé, j'en chie, quoi. C'est dur. Il y a un cancer du sein, stade 2, c'est pas dur ça? Qu'est-ce que j'en ai à branler ton histoire de cancer du sein? L'épisode 6 met Nip Tuck à la sauce télé-réalité avec une caméra qui suit les 2 chirurgiens. Le plus important pour nous dans ce métier, le fil dentaire. Non, je rigole. Non, le plus important, c'est la première rencontre avec le patient. On lui dit « Dites-moi ce que vous n'aimez pas chez vous ». C'est une réplique que j'ai inventée. En fait, c'est notre marque de fabrique. C'est moi qui l'ai inventé en faculté de médecine. La série a déjà sauté le requin, mais elle le ressaute tous les 6 épisodes. Je t'ai fait un 4x pour me faire pardonner. Mais toujours mariée. Oui, toujours marié. On a 3 enfants magnifiques. On découvre une fille cachée à Christian, qui sort avec Matt, mais ça on y reviendra. C'est incroyable de ne pas comprendre que baiser avec sa sœur est immoral. Tu comprendrais si t'étais à ma place. Oh. La mère biologique est un cul-de-jatte, et Christian fera l'amour avec elle. On n'est plus dans le pathétisme des thématiques, on est dans le concret, côté fond de tiroir des idées. Chaque scénariste raconte sa petite histoire et le Nip Tuck qu'il souhaite. On essaye donc de créer des micro-événements, sans conséquences. La scène de la diarrhée en était une, et cette intrigue d'empoisonnement citée plus haut sera le parfait exemple de l'inutilité de Julia, devenue une gêne. Même Christian n'en peut plus de voir cette femme mourante, et le public aussi. M'épuise, et tes jérémiades me font chier. T'es plus la même. L'amitié Liz-Christian évolue. On parle de cancer, on met Christian face à lui-même, on notera encore la justesse de Julianne McMahon impeccable. Dommage de passer rapidement sur des sujets importants, comme dans l'épisode 17 où Roxy est une patiente qui a peur du cancer du sein et qui veut se les faire enlever par précaution. La détresse de cette femme ne durera qu'une scène et demie, dont une scène gore abominable qui aura mérité plus de développement. La saison 5 étant très inégale, on sent que la saison 6 sera assurément une saison soit de transition, soit de conclusion. Le récap du dernier épisode de la saison 5 résume à lui seul où on en est dans le tiroir à idées. Précédemment dans Nip Tuck. Tu as déjà pesé sous protoxyde d'azote. C'est dangereux. Fais-moi confiance. Je suis médecin anesthésiste. Vous avez décidé de vous mettre ensemble? Ils m'ont offert un rôle dans un film. Un film porno? Et j'ai décidé de lui faire connaître la gloire. Comment va ma petite protégée? Les métastases se sont propagées et ont attaqué les ganglions. Il me reste combien de temps? 6 mois. Je peux savoir ce que tu fais là? Veux-tu m'épouser, Liz? Nip Tuck saison 6, ça donne une série revenant aux fondamentaux, mais telle une personne défigurée par la chirurgie, la série revient marquée par les épreuves. Ce n'est plus la même série, mais on la reconnaît quand même. Tout allait au plus mal. McNamara et Troy, autrefois le Titanic de la chirurgie plastique du pays, n'avaient pas su éviter le creux de la vague et s'étaient échoués sur Zuma Beach.
La série va piocher dans ce qu'elle a déjà fait, remonter les cadavres et les transformer en pantins. Christian fricote encore avec Kimber, et Matt, on y reviendra. Les scénaristes se rendent compte que Christian peut être autre chose qu'un macho et devient simplement un salopard. Il deviendra d'une toxicité exemplaire pour Kimber, qui ne se libérera de son emprise que par le suicide. Je ne serai jamais heureux avec toi. On traverse une mauvaise passe, ne va pas tout foutre en l'air sur un coup de tête. Il m'a jeté. Parfait, il t'enlève une épine du pied. Il te rend un grand service. Il n'y avait donc que Kimber qui procurait une certaine empathie. La série tente de parler de sujets de société tout en y apportant une touche nip-tuck. Ça donne un double épisode où on parle d'identité et de genre, avec ce personnage qui veut redevenir un homme et qui affole la sexualité de Christian. Je veux changer de sexe, c'est toi qui vas m'opérer. Je veux être un homme. Et comme on le sait depuis longtemps, Christian est assez violent verbalement quand il s'agit d'homosexuels, de transsexuels ou d'autres personnes qui est loin de son image d'hétéro alpha. J'aime pas les hommes. Je bande pour les belles femmes comme toi. Tu vas rire, mais je suis un homme. Non, dans mon esprit, si t'étais Alex, je t'aurais démoli la tronche sur le champ. J'en ai assez de tomber en permanence sur des phénomènes de foire. Quel tact. Cette foudroide Traul va bien de la chance que je lui ai pas démonté l'œil. On retrouve une série qui se moque de la morale et qui arrive à garder un sérieux appréciable, loin de la fantasque saison 4. L'épisode 8 nous prouve que la nudité féminine n'a finalement pas sa place dans la série. Des derrières d'hommes ont été exposés à foison, mais les poitrines féminines ne l'ont été que de façon détournée. Soit avec un sparadrap en pleine opération, soit sans téton comme dans cet épisode, soit sur des hommes par 2 fois, J.K. Simmons et Matt. Oui, mais Matt on y reviendra, patience. Jamais un personnage féminin, pas même Kimber, ne se montrera nu. Et dans cet épisode, des patients veulent être Barbie et Ken, les plus asexués, les plus stéréotypés représentants de l'homme et de la femme. Et cet épisode est une sorte d'acte final de la démonstration des propres limites de la série. Cette 6e année est plutôt correcte, lissant les défauts et prenant le parti de redevenir une série de mœurs. Cependant, l'épisode 9 prouve que la série n'a plus de cartouches. Il y a un gars dans ton bureau qui dit être ton frère. Mon frère? Ah oui, il a dit qu'il s'appelait Brendan. Je croyais qu'il était mort, ton frère. Je croyais aussi. Brendan? Salut, Sean. Ça faisait un bail. Au courant de sa propre déviance, la série se conclut presque sagement avec un choix justifié, la séparation de Sean et de Christian. Tu sais que je voulais que ça dure toute la vie. Mais je mets un terme à notre association. Quoi? À partir de cet instant, je ne travaille plus avec toi. Et le dernier épisode est finalement assez sobre. On offre au duo une séparation intelligente qui remet au centre leur relation et nous offre des hommes conscients de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont et ont toujours été. En mettant comme ultime patient un acteur porno vieillissant qui meurt en plein plaisir, la série adresse un message clair. On ne peut pas durer éternellement, et si on doit partir, ce sera dans la joie. Oui. Ah, ce que j'aimerais être à votre place. Hiro est mort dans un tourbillon de plaisir. Il a joui de la vie et il est mort dans la jouissance. Nous devrions tous espérer quitter cette terre dans l'extase qui lui a été fatale. Avant de conclure, on peut enfin parler de Matt. Alors est-ce que vous êtes prêts? Saison 1. On commence doucement. Une auto-circoncision ratée. Maman s'en est très bien remise. Sa petite copine est lesbienne, mais autorise un plan à 3. Il rafle son soutien-gorge. Il a un accident de voiture, il prend la fuite. Y a rien. Merci d'avoir envoyé l'ami de Kara ici aujourd'hui pour entrer en communication avec son esprit. Saison 2. Matt demande des cours un peu spéciaux à Vamour. Vous vous mettez nu et je le fais aussitôt. Se touche devant chez elle. Dis donc, tu peux nous dire ce que t'es en train de faire, toi? Découvre que Christian est son vrai père. Christian, mon vrai père, c'est ça? Il chope une MST avec une actrice morte. J'ai une hystéria gonorrhéale, ce qui veut dire que je te l'ai filé aussi. Saison 3. Eva avait changé de sexe il y a 16 ans. Donc mes meilleures pipes, c'est un mec qui me les a faites. Si
Après la découverte qu'Ava était une transgenre, il se questionne. Cette vie de merde. Il se met à boire et va de lui-même dans un bar transsexuel. Il accepte des avances mais pète un plomb et réagit violemment. Oh, putain de bordel. Ça va pas mon chéri, qu'est-ce que t'as? Mais t'as une grosse bite. Quoi? Tu trouves que je te ressemble, espèce de tas de merde? Moi, on me baisse pas, espèce de sale fiotte. Pour se refaire une santé, il se rase la tête, se fait tabasser par la personne qui l'a agressé, devient encore plus une tête de con et fréquente une jeune fille qui paraît bien sous tout rapport. Tu serais pas un peu néo-nazi? Je ne suis pas une nazie, Matt. Je suis une puriste. C'est mal connaître Matt qui a dégoté une suprémaciste. Pour Matt, rien d'affolant pour le moment, mais jusqu'au jour où Ariel et son père le kidnappent, ainsi que Cheryl, le transsexuel qui l'a frappé. Eh bien, c'est un cutter. C'est très pratique pour faire des fentes. Pour couper tout ce qui dépasse. Par exemple, pour couper tout ce que tu as entre les jambes. Heureusement, tout est bien qui finit bien dans le monde de Matt. Cheryl parvient à frapper le père d'Ariel, et Matt lui dit de le tuer, et il l'enterre. Cette fin heureuse vous est offerte par Sean McNamara. Saison 4, le petit gars fréquente la salle de sport de Kimber, et évidemment en tombe amoureux. Alors qu'elle a trouvé sa voie dans la scientologie, Matt s'embrigade aussi, se marie avec elle, et lui fait un enfant. Matt et moi, nous nous sommes mariés il y a 3 jours. Il y a 3 jours? Je suis majeur, je fais ce que je veux. Laisse-moi régler ça, tu veux? Va chercher mon sac. Passer d'une liaison avec un transsexuel à une liaison avec une star du fraîchier du port, non, c'est pas franchement une réussite. Nous attendons un enfant. Comme j'ai l'intention de nourrir notre enfant au sein, je suis contrainte de me faire retirer mes implants mammaires. Saison 5. J'ai quitté Kimber, papa. Tiens. Et tu as le courage de recommencer à zéro. Je suis fier de toi. Ayant quitté la scientologie, Matt demande de l'argent à son père. Dépendant à la drogue, ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. T'as la cam? Kimber va jusqu'à reprendre le porno, poussant même Matt à la suivre. Je pense à l'industrie du porno. Première Symbiote est un de nos titres les plus rentables. Le pauvre gars est lâché par Kimber et en tentant un ultime shoot d'héroïne. Je t'ai jamais aimé, Matt. J'ai fait semblant, pauvre naze. Je m'appelle Rachel Ben Nathan. Je suis éducatrice bénévole auprès des grands brûlés et je vais vous redonner goût à la vie. Il tombe amoureux d'une patiente de son père, qui se révèle être... C'est qui ton père? Mon chirurgien, le docteur Troy. C'est incroyable de ne pas comprendre que baiser avec sa sœur est immoral. Tu comprendrais si t'étais à ma place. Oh. Viens à peine de payer tes cours du semestre, ce qui n'a servi à rien puisque tu ne t'es pas présenté à l'examen final. Bon, passons à autre chose. Saison 6, on ne pouvait pas trouver la nouvelle obsession de Matt en ce début de saison 6, le mime. Quoi? Oui, le mime. Et pas de chance, il fait du mime sur le trottoir et se fait voler sa stéréo. Il va alors braquer des magasins. Du génie. Ok, je vous rends votre billet. Prenez-le. On m'a tiré dessus. Comment ça, on t'a tiré dessus? J'étais désespéré. J'ai braqué des épiceries. Ses deux pères en ont assez et l'envoient en prison. Il devient alors le jouet sexuel de son collègue de cellule. Il lui manque 2 jolis chichons. Il tue son collègue après avoir essayé de le droguer. Il finit au tribunal, il fait des faux témoignages, il sort. Matt aura une fin très amère. Il rencontre Ramona, une fille qui semble trop bien pour lui. Évidemment, tout va bien, mais Ava Moore revient. La relation tortueuse reprend. Et pas de happy end, puisqu'il finit avec Ava sans une once d'amour de sa part pour lui. Je te l'accorde, je suis peut-être le raté le plus pathétique de la planète. Nip Tuck est-elle une grande série? Évidemment, je n'ai pas parlé de tout ce que la série a offert. Il va falloir que je remercie mon cheval. Nip Tuck était une série qui ne se mettait aucune barrière pour dresser le portrait de personnages coincés dans des rôles qui ne leur suffisaient pas. Tantôt pionnière dans l'approche de certains sujets, tantôt borderline. Combien de billes tu t'es fait depuis que tu portes mon bébé, espèce de nympho? Nip Tuck a surtout bousculé le genre en osant presque tout. Si elle n'a jamais vraiment réussi à maintenir son audace dans une qualité appréciable, la série n'a pas vieilli. Elle reste même encore pertinente à de nombreux égards. Le jour où on renonce à la perfection, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Mieux, elle reste encore une série audacieuse.
En demandant systématiquement « Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous ?» à ses patients, Sean et Christian nous demandaient surtout « Qu'est-ce qu'on aimerait faire d'audacieux ?» La série a osé, a loupé le coche parfois, a touché au bout souvent, mais n'a jamais renoncé à chercher des idées dans le thriller, le soap ou le mélo. Et si les personnages ont été sacrifiés sur l'autel de la cohérence psychologique, on ne peut pas oublier ce défouloir scénaristique réjouissant. Nip Tuck reste une série à voir et à découvrir. Et vous dites-nous ce que vous n'aimez pas chez vous.